Bonjour, je vous propose aujourd'hui une correction d'un exercice, d'un problème en 3 parties. En fait, c'est un exercice qui devait être proposé en option sur les épreuves de spécialité qui ont finalement été annulées cette année. Nous sommes en 2021. Donc du coup, je propose donc une correction de cet exercice que j'ai aussi proposé en devoir maison à mes élèves. Donc on a une première partie dans laquelle on va étudier une fonction avec ln de x dans l'expression. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais mettre voilà. Alors attendez, je vais zoomer peut-être. Ouais. Alors attendez, on va faire ça. Voilà, je vais encore diminuer. Hop. Voilà. Je vais effacer ça. Désolé pour le contretemps. Voilà. Allez, on peut commencer. Donc du coup, la première question consiste dans cette partie 1. Donc, partie 1. La première question consiste à déterminer les limites de la fonction g aux bornes de son ensemble de définition, c'est-à-dire à la fois en plus l'infini et en 0. On va commencer peut-être par 0, puisque c'est le plus simple. Donc g de x, son expression, je vais la réécrire, c'est ln de x plus 2x moins 2. Donc on va commencer par la limite de ln de x. Donc ça c'est une limite de cours, il faut la connaître. Quand x tend vers 0, eh bien c'est moins l'infini. Ensuite la limite de 2x, j'ai envie de faire 2x moins 2 directement. Eh bien en 0, ça fait moins 2. 2 fois x, 2x, ça tend vers 0, et moins 2, ça fait tendre le tout vers moins 2. Ce qui fait que la fonction g, par somme, va tendre vers moins l'infini quand x tend vers 0. Ce qui, au passage, ce n'est pas demandé, mais ce qui, au passage, induit le fait que la courbe de la fonction g admettrait une asymptote verticale d'équation x égale 0. D'accord ? Voilà. Donc ça c'est bon pour la première limite, pour la limite en 0. Allons-y pour la limite maintenant en plus l'infini. Alors la limite en plus l'infini, oui, il n'y a rien à faire. Donc du coup limite, je pars sur le même modèle. Je vais étudier la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Je vais étudier la limite de 2x moins 2 aussi. Alors j'ai marqué un petit temps d'arrêt au départ parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une forme indéterminée ou pas? Mais en réalité ici il n'y en aura pas. Donc la limite de ln de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, une limite de cours encore une fois. Et 2x moins 2 c'est plus l'infini aussi, donc par somme g de x tend vers plus l'infini en plus l'infini. Donc pas de difficulté particulière autour de ces limites. Voilà. Ensuite, on nous demande dans la deuxième question d'étudier le sens de variation de cette fonction g. Donc, bien évidemment, il va falloir passer par le calcul de sa dérivée. Donc, c'est parti. Alors, je descends un petit peu. On va faire en sorte que l'énoncé reste là. Voilà. Alors, on y va. On calcule la dérivée g' de x égale. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. 2x donne 2, et moins 2 disparaît, ça donne 0. Alors, bon, pas besoin de trop se casser la tête avec cette fonction-là, avec cette dérivée, avec son signe, puisque je rappelle que je vais le surligner dans l'énoncé, on travaille sur 0 plus l'infini. C'est obligatoire de toute façon, puisque la fonction comporte ln de x, et ln de x n'existe que sur cet intervalle-là. Mais du coup, ça signifie que x est forcément strictement positif, donc partant de là, si x est strictement positif, eh bien 1 sur x va être positif aussi, et le plus 2 ne va rien y changer. Donc cette dérivée est strictement positive. Ce qui va faire que g, la fonction g, va être strictement croissante. Donc on peut tout de suite dresser le tableau de variation de la fonction g.
0. Alors en 0, on a une valeur interdite du coup, hein, plus l'infini. Est-ce que je mets G'? Allez, je le mets. G' de x. Donc on vient de dire qu'elle était strictement positive, et donc G, elle, sera strictement croissante. J'intègre les limites que j'ai trouvées dans la première question. Plus l'infini, on a trouvé plus l'infini, et en 0, on a trouvé moins l'infini. Voilà. Alors, ensuite, on nous dit démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution alpha sur 0 plus l'infini. Bon, là, dans votre formation, vous devez avoir appris, vous devez avoir comme réflexe le fait que, dans ce cas-là, il faut tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires, au TVI. Donc, j'ai l'habitude, moi, de mettre des petites annotations dans le tableau de variation. Donc le alpha, il va être ici parce que, en fait, fatalement quand on a une fonction qui est strictement croissante, dont la limite en 0 c'est moins l'infini, et qu'elle va vers plus l'infini en plus l'infini, forcément, en étant continue, elle va passer par 0 quelque part dans l'intervalle, quoi. Donc du coup, on a forcément effectivement une solution alpha pour laquelle g de alpha est égal à 0. Le problème, c'est que bon, on peut pas se contenter de ça, il faut rédiger un minimum. Et la rédaction, eh bien, c'est la suivante. Alors c'est une phrase qui doit rappeler les trois hypothèses essentielles du théorème des valeurs intermédiaires, ou plutôt du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que l'on utilise ici. C'est-à-dire d'abord que sur l'intervalle sur lequel on se situe, c'est-à-dire 0 plus l'infini, la fonction g est continue, strictement, ici elle est strictement croissante. Je rappelle que dans le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, il faut absolument que la fonction soit strictement monotone, donc strictement croissante ou strictement décroissante. Donc là elle est strictement croissante. Et alors, c'est ce qui est important aussi, et c'est ce qui nous permet de le voir intuitivement, il faut que le 0 ici soit bien dans l'espace d'arrivée, c'est-à-dire entre les deux valeurs extrêmes des images prises par G, c'est-à-dire ici les limites finalement. Donc on va dire 0 est bien entre moins l'infini et plus l'infini. Bon, c'est pas très très rigoureux de le dire comme ça, mais on s'autorise, il s'agit de comprendre ce qu'on écrit, quoi, surtout. Et bien entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, on conclut. Je vais redescendre un petit peu l'affichage pour que je sois plus confortable pour écrire. Voilà. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, voilà, il existe une unique, on va dire, solution alpha dans 0 plus l'infini. J'écris pas très bien, je m'en excuse. Dans 0 plus l'infini, à l'équation g de x égale 0. Alors j'écris pas très bien parce que j'essaye d'écrire vite. Alors écrire bien avec un stylet et une tablette graphique, c'est déjà pas simple quand on prend son temps. Alors quand on essaye d'aller un peu vite, c'est encore pire. Bon, je pense que je suis lisible, et puis comme je me lis en même temps, vous comprenez ce que je dis, et ce que j'écris surtout. Voilà pour cette question-là. On ne nous demande pas, comme c'est souvent le cas, de donner un encadrement ou une valeur approchée de alpha, donc bon, ça, on s'en tient à ça. Hein. Est-ce que j'ai mis le numéro de la question? Non, donc je vais le mettre. C'était la question 3. Et on passe à la question 4, qui nous demande de déterminer G de 1. Alors, G de 1, c'est
eh bien on remplace dans g de x les x par 1. Donc ça fait ln de 1 plus 2 fois 1 moins 2. Et là, patatras, bah, ça fait 0. Pourquoi? Parce que ln de 1 vaut 0, je rappelle que c'est une des images que l'on doit connaître, je vais l'écrire parce que c'est important. Il y a deux images qu'on doit connaître, c'est ln de 1 qui vaut 0 et ln de e qui vaut 1. Je ne l'écris pas parce que pour l'instant on n'en a pas besoin ici. Donc 0 pour ln de 1, 2 fois 1, 2, moins 2, bah 0. Bah, ça signifie en fait que le alpha dont on parlait tout à l'heure, dont on nous a cassé la tête à justifier l'existence par le théorème des valeurs intermédiaires, en fait il s'agissait de remarquer que c'était 1. D'accord? Donc je vais l'écrire. Donc alpha est égal à 1. D'accord? Donc je peux revenir à mon tableau, et dans mon tableau, je vais mettre alpha égale 1. Alors la question qu'on me pose ensuite, c'est puis déterminer le signe de g sur 0 plus l'infini. Alors ça c'est un grand classique. Une fois qu'on a étudié un petit peu, on a travaillé autour de l'équation qui correspond à quand est-ce que la fonction s'annule, eh ben, automatiquement derrière, on nous pose la question de l'étude du signe. Ce qui est normal, parce que regardez dans les variations du tableau, dans le tableau de variation pardon, de la fonction g, vous voyez que g donc s'annule ici. On a les variations, ben, le signe on peut le lire finalement. La fonction, je sais pas très correct ce que je vais dire, mais part de moins l'infini pour croître sans cesse. On sait que à alpha qui vaut 1, elle s'annule, et puis elle continue de croître ensuite. Donc au niveau des signes des images, sur cette partie-là, je vais le mettre dans une autre couleur, forcément sur cette partie-là, elle va prendre des valeurs négatives, et sur cette partie-là, elle va prendre des valeurs forcément positives. Et elle va s'annuler, ça on le savait déjà, ici. Donc il suffit de faire un tableau qui répertorie ça, qui résume ça, et ça sera fini. Donc je reviens ici en noir, donc je vais dresser ce fameux tableau dont je viens de parler. Donc ça signifie que sur 0 plus infini, la fonction g s'annule en 1. Et du coup, on vient de le dire, elle est négative, puis positive. D'accord? Donc je le répète parce que j'ai peut-être pas été assez clair, mais du coup si elle s'annule ici, qu'elle est croissante, qu'elle part de moins l'infini, qu'elle va vers plus infini, elle est négative, 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 0 ici en alpha qui vaut 1, et puis elle continue de croître, donc elle passe dans le positif, 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 positif jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'au bout. C'est tout pour cette partie 1, donc je passe à la partie 2. Alors l'étude de cette fonction, c'est surtout pour étudier la fonction f qui arrive. C'est un classique dans les exercices d'étude de fonctions. On étudie au préalable ce qu'on appelle une fonction auxiliaire, c'était d'ailleurs dans le titre de la partie, hein, étude d'une fonction auxiliaire, pour pouvoir étudier plus facilement ensuite une fonction principale qui ici va être la fonction f. Alors la fonction f, je vais écrire son expression, c'est f de x égale 2 moins 1 sur x ln de x moins 1. Voilà. Je ne mets pas les parenthèses autour de x ici comme ils l'ont fait parce que c'est pas du tout obligatoire. Et alors on nous dit qu'on admet que la fonction f est dérivable sur 0 plus infini, on note f' sa dérivée et on veut montrer que sa dérivée f' de x est égale à g de x sur x carré. Bon, bah, ça veut dire qu'il faut dériver cette fonction. Alors, dériver cette fonction, ça peut s'avérer un petit peu ardu, effectivement, parce que on va utiliser une formule qu'on n'a pas forcément beaucoup l'habitude d'utiliser, je le reconnais. Il va s'agir de dériver une fonction de la forme u fois v. U fois v, je rappelle que la dérivée, bah, c'est u'v plus uv'. V'u, certaines fois, on lit dans des cours d'autres profs ou sur certains manuels. Mais ça change rien. Bon, alors ici, qu'est-ce qui est le u, qu'est-ce qui est le v? Ben, c'est les deux facteurs du produit qu'on a là. Hein. On a 2 moins 1 sur x d'un côté, donc ça va être notre u. Donc on pose u de x égale 2 moins 1 sur x. Et v de x, ça va être ln de x moins 1, donc le deuxième facteur de ce produit. On y va pour le u' et le v' dont on a besoin pour appliquer la formule. Alors u', le 2 donne 0. Le 2 donne 0, et 1 sur x, tout seul, sa dérivée, ce serait moins 1 sur x carré. Mais il y a un moins devant, donc ça va faire moins
moins 1 sur x carré. Donc, ça fait plus 1 sur x carré. D'accord? Donc voilà. Et puis pour le v, ça va être assez simple. Le moins 1 disparaît, ça donne 0, et ln de x donne 1 sur x. Voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Donc f' de x est égal à, alors u', c'est-à-dire 1 sur x carré, fois v, c'est-à-dire ln de x moins 1. Attention de ne pas oublier de mettre des parenthèses. Plus u fois v', c'est-à-dire 1 sur x. Voilà. Alors à ce stade-là, on est bien loin de ce que propose de démontrer l'énoncé, puisqu'il faut qu'on arrive à démontrer que c'est égal à g de x sur x carré. Alors effectivement, ça peut paraître un petit peu compliqué, on peut être un peu perdu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte d'avoir du x carré au dénominateur sur toute l'expression. D'accord? Il faut qu'au bout du compte, on arrive à quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je laisse assez de place, mais il faut qu'on arrive à quelque chose sur x carré. Bon, en fait, on n'est pas loin, parce que sur le premier terme de la somme ici, on pourrait le transformer, 1 sur x carré multiplié par ln de x moins 1 on pourrait le transformer comme ça. Je vais l'écrire. Voilà, c'est la même chose que ça. D'accord? Ce premier terme, on peut l'écrire comme ça. Après, le problème, c'est le deuxième terme. Mais en fait, si vous regardez d'un petit peu plus près, vous allez vous rendre compte que le 1 sur x carré, le x carré dénominateur, vous allez pouvoir l'obtenir sans trop de mal, parce que en distribuant le 1 sur x dans la parenthèse, regardez ce que ça donne. 2 sur x, parce que 2 fois 1 sur x, hein, ça donne 2 sur x. Et 1 sur x fois 1 sur x, avec le moins devant, ça va faire 1 sur x carré. Bon, ce qui fait que finalement, on obtient 3 quotients avec seulement un seul qui n'a pas le bon dénominateur. Et c'est pas très compliqué d'obtenir ce bon dénominateur. Pour avoir du x au carré sur la fraction, sur le quotient 2 sur x, il suffit de multiplier en haut et en bas par x. Voilà. Et maintenant, je vais écrire... bon, j'avais laissé peut-être un tout petit peu trop de place, mais c'est pas grave, je vais obtenir ce que j'obtiens. J'obtiens ln de x moins 1 plus 2x moins 1. Ce qui fait ln de x plus 2x, et moins 1, ben ça fait moins 2 sur x carré. Et au miracle, ce que l'on obtient là, regardez bien, alors j'ai plus l'énoncé sous les yeux, mais regardez, ça correspond exactement à l'expression de la fonction g. Donc on a gagné, on a bien démontré que f' de x, que f' de x était égal à g de x sur x carré. Alors là, avant d'aller un petit peu plus loin, je m'arrête un instant pour vous faire prendre un peu de recul sur l'exercice. Si on calcule f', c'est un petit peu toujours la même chose. Quand on calcule la dérivée d'une fonction, c'est pour en étudier les variations, pour pouvoir dresser ensuite le tableau de variation de cette fonction. Et du coup, le signe de f' va se déterminer à partir de ce quotient. Et ce quotient, c'est x carré dont le signe est évident, il est strictement positif, et le signe de g. D'où l'intérêt d'avoir étudié dans la partie 1 la fonction g, et notamment d'en avoir conclu à la fin de cette partie le signe de g. Le signe de g, il est ici. D'accord? Donc ce signe de g là, on va le récupérer pour pouvoir étudier le signe de f'. Donc c'est en ça que c'est classique, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent. Si jamais je n'avais pas si j'avais pas eu cette partie 1, j'aurais été bien embêté pour arriver ici à cette dérivée-là, pour étudier le signe, parce que le dénominateur ne pose pas de problème, il est strictement positif, mais le numérateur, ln de x plus 2x moins 2, sans z, sans cette partie 1, je n'aurais jamais pu en étudier le signe. Voilà. On revient à l'exercice, du coup. Donc évidemment, maintenant, on me demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. On n'a pas besoin de mettre les limites, mais donc on mettra juste les variations. Alors, on y va. On va faire un tableau un petit peu
large. Alors, on va avoir g de x en premier. On va de 0 à plus l'infini. On va mettre x carré ensuite. On va mettre f'. Et on va finir avec f. Donc ici, on a toujours cette valeur interdite. Alors j'essaye d'aller droit, mais c'est pas toujours évident. Voilà. On va avoir le alpha, enfin le 1 en fait ici. G, on a dit qu'il était négatif, positif. Ici, hein, je vais le mettre en bleu, ça vient de la question 4, partie 1. D'accord? Je vous le remontre, c'était notre conclusion ici. D'accord? C'est ce tableau-là que je suis venu chercher. C'est finalement la seule chose qui m'intéressait dans l'étude de la fonction g, c'était le signe de g. Bon, ensuite, x carré, il n'y a pas à réfléchir, c'est strictement positif. Pourquoi? D'abord parce que x ne s'annule pas, hein, 0 est valeur interdite. Ensuite, x carré, alors x est positif, et x carré, plus forte raison, puisque c'est un carré. Donc finalement, f' de x s'annule en 1, parce que si g s'annule, si le numérateur de ce quotient là de f' s'annule, tout le quotient s'annule. Et après, c'est la règle des signes, moins par plus donne moins, et plus par plus donne plus. Ce qui fait que notre fonction f va être d'abord décroissante, puis croissante. Alors, on ne demande pas les limites ici. C'est dommage parce que c'était faisable, mais du coup, ici, il aurait fallu mettre... Je vais mettre un petit coup de gomme. Hop. Ici, il aurait fallu mettre la limite en 0, pardon, et ici, la limite en plus l'infini. Donc, comme on ne les demande pas, pour l'instant, je ne les fais pas. Et ici, c'est f de 1. f de 1 qu'on peut calculer. f de 1, c'est 2 moins 1 sur 1. D'accord? Je remplace dans f de x les x par 1. Facteur de ln de 1 moins 1. ln de 1 vaut 0 toujours, donc le deuxième facteur de ce produit vaut moins 1. Donc ça vaut moins 1. Et 2 moins 1 sur 1, 1 sur 1 ça fait 1, 2 moins 1, 1, 1 fois moins 1. Donc finalement, f de 1 est égal à moins 1. Donc plutôt que de mettre f de 1, ici je vais mettre, dans le tableau, je vais mettre moins 1. Voilà. Parfait, c'est tout pour la question petit b. On arrive à la dernière question de cette partie 2. On nous demande de résoudre l'équation. Hop. Voilà. On nous demande de résoudre l'équation. Je ne la vois plus. F de x égale 0. Et de dresser le tableau de signes de f. Donc en gros, on va avoir le même genre de raisonnement que ce qu'on a fait pour le signe de g tout à l'heure, c'est-à-dire raisonner en regardant à la fois les variations de f et les endroits où elles s'annulent. Et en combinant ça, on arrive à trouver le signe. Bon, d'abord, je vais résoudre cette équation. Donc f de x égale à 0. C'est la question 2. J'ai oublié de mettre les numéros de questions, là, ici. C'était 1a pour la dérivée. Donc, ici, c'était 1a. En fait, ça n'a pas d'importance, ce que je fais, puisque du coup, vous ne pourrez pas récupérer les écrits, mais bon, c'est pas grave. 1b. Ok, donc là, je suis sur la question 2. Alors, f de x égale 0. Du coup, je vais remplacer f de x par son expression, donc 2 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 1, égale à 0. Alors ça paraît compliqué, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça finalement, cette équation à résoudre. Il s'agit d'une équation produit. On a un produit égal à 0. Quand on a un produit de facteurs qui est égal à 0, on vous le serine depuis assez longtemps, je pense, dans votre scolarité, en mathématiques. Un produit de facteurs est nul lorsque l'un des facteurs au moins est nul. Donc ça signifie que c'est soit 2 moins 1 sur x qui est égal à 0, ou alors c'est ln de x moins 1 qui est égal à 0. Et on va résoudre ces deux petites équations séparément et on obtiendra a priori deux solutions.
Pour le membre de gauche, alors comment on va faire? Je vais faire comme ça. Alors, je vais mettre mon dénominateur ici. Donc ça va faire 2x moins 1 sur x égale à 0. J'aurai ou, et puis je ferai l'autre après. 2x moins 1 sur x égale à 0. Alors pour qu'un quotient soit nul, la seule possibilité c'est que ce soit son numérateur qui soit nul. D'accord? Ce qui à terme va me donner x égale 1 demi. 2x égale 1, puis x égale 1 demi. Mais quand je me débarrasse du dénominateur, il faut absolument que je dise avec x différent de 0 à chaque fois. Pourquoi? Parce que tant que c'est écrit sous forme de quotient, c'est implicite, le x ne peut pas être égal à 0. Mais à partir du moment où j'ai plus de quotient, le x qui doit être différent de 0, on le voit plus, donc il faut le rajouter. Bon, ici dans l'exercice, de toute façon, il ne peut pas être égal à 0 puisqu'on travaille sur 0 ouvert plus infini. Donc x égale 0, ça n'existe pas. Bon, je le mets quand même par acquis de conscience. Voilà. Bon là, j'ai plus du tout besoin de le mettre sur la dernière étape puisque le x n'est pas égal à 0. Alors, maintenant, je traite l'autre côté. ln de x moins 1 égale 0, bah, ça donne ln de x égale 1. Ou, je vais le mettre là, ou ln de x, x égale e. Alors, bon, plusieurs façons d'expliquer ce résultat. Soit vous vous souvenez que ln de e est égal à 1, c'est le seul nombre qui puisse donner ce résultat-là. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait deux images à connaître pour la fonction ln, c'est ln de 1 qui est égal à 0, et l'autre, c'est le fait que, je vais l'écrire ici, ln de e est égal à 1. Bon, ça c'est la première façon de justifier le passage de ln de x égale 1 à x égale e. Sinon, vous vous souvenez d'une propriété sur l'exponentielle, que je vais vous écrire aussi, qui dit que exponentielle a égale exponentielle b. D'ailleurs, je ne vais pas l'écrire comme ça, même si je pourrais l'écrire dans les deux sens, mais a égale b équivaut à exponentielle a égale exponentielle b. Ce qui induit le fait que dans une égalité, je peux passer à exponentielle des deux côtés. Voilà. Donc là, j'ai ln de x égale 1. Si je mets exponentielle des deux côtés, ça vous donne exponentielle ln de x égale exponentielle 1. Exponentielle ln de x, bah, ça donne x. Autre propriété de ln et d'exponentielle, ça vaut x, d'accord, pour n'importe quel x positif. Et ensuite, c'est la définition du nombre e. C'est pareil qu'exponentielle 1. D'accord, donc ça fait beaucoup de rappels de cours ici, mais du coup, voilà. C'est ce qui justifie le passage de ln de x égale 1 à x égale e. Donc finalement, notre équation, elle a deux solutions. Alors ces deux solutions-là, 1 demi et e, je vais les intégrer dans mon tableau de variation. Je vais mettre de la couleur, je prends du vert. On va revenir un petit peu plus haut. Alors, j'ai pas forcément laissé beaucoup de place, mais c'est pas grave. Alors, on va effacer un petit peu. Alors, on a dit qu'il y avait un demi. Donc, un demi, il va être ici. Et E, lui, il est après 1. Je rappelle que E, ça vaut environ 2,718. Donc, voilà, ils sont de part et d'autre, l'un et l'autre, de 1. Alors, du coup, je vais utiliser la gomme. Je vais gommer un tout petit peu. Alors, je sais pas si je peux... Je voudrais pas, voilà, faire un trop gros trou dans la, voilà, dans la flèche. Donc ici, on a 0, hop, et ici, on a 0 aussi. Et donc, bon, je vais mettre des pointillés. Pas facile de mettre des pointillés qui sont droits avec la tablette graphique. Voilà. Ok, donc à partir de là, on va pouvoir raisonner, pardon, pas résumer, mais raisonner sur le signe de la fonction f. Parce que je rappelle que c'était ce qui était demandé dans la question 2. Résoudre l'équation, ça c'est fait. J'ai pas mis l'ensemble des solutions encore, je le ferai après. Mais aussi dresser le tableau de signes, le signe de f. Et bien le signe de f, on va le lire. Si la fonction f s'annule ici et ici, avec les variations qu'on a
qu'on voit dans ce tableau-là, forcément, avant ce 0-là, elle prend des valeurs positives, ici, même si je connais pas la limite, hein, de toute façon, c'est pas possible autrement. Pardon. Et après ce 0 aussi. Et entre les deux zéros, on comprend vite que si elle s'annule ici, elle s'annule ici, et qu'elle a ce comportement-là forcément, entre les deux zéros, elle est négative ici. Donc le signe de la fonction f, ça va être plus sur la partie juste avant ce 0-là, là, le premier 0. Entre les deux zéros, elle va être moins. Et après le deuxième 0, elle va devenir à nouveau plus. Voilà. Plus, moins, plus. Et forcément, ces zéros entrent à chaque fois. Hein. Donc il suffit maintenant de reporter ça dans un tableau de signes et ça sera gagné pour cette partie 2. Allons-y. Donc j'ai oublié tout à l'heure de donner l'ensemble des solutions. L'ensemble des solutions, c'est S égale 1 demi E pour l'équation. Et maintenant pour le signe de la fonction f, on a 0, on a notre valeur interdite 0 toujours, f de x. Alors on a 1 demi E plus l'infini. Il n'y a plus aucune raison de mettre 1. Hein. 1 n'agit pas, c'est le minimum de la fonction, c'est la valeur de x à laquelle le minimum est atteint pour la fonction f, mais il ne se passe rien de particulier d'autre, et surtout ça n'a aucun rapport avec le signe. Donc pas besoin de reporter le 1 dans le tableau. Ce qui se passe en ces deux valeurs-là, c'est que f s'y annule, et on vient de dire que la fonction f, elle est plus, moins et plus. Voilà, c'est tout pour la partie 2. Et pour l'étude de la fonction f. On va terminer avec la partie 3. Donc partie 3. Alors, on nous dit qu'on admet qu'il existe une fonction grand f dérivable sur 0 plus infini dans la dérivée grand f' et la fonction petit f. Ainsi, on a grand f' égale petit f. Bon, a priori, si vous avez fait cette partie-là du programme, en fait, ça signifie ça qu'on cherche on parle en tout cas d'une fonction grand f qui est une primitive de petit f sur 0 plus l'infini, d'accord? Alors, il ne donne pas le nom parce qu'on est dans une année un peu particulière avec le Covid et que les épreuves de spécialité ont été annulées, qu'ils savent au ministère que certains professeurs ont des difficultés à boucler leur programme étant donné les conditions, les protocoles sanitaires mis en place dans les lycées. Donc, ils se doutent que peut-être dans certains établissements, certains professeurs n'ont pas traité ou n'auraient pas traité au moment des épreuves qui, je le redis, ont été annulées, la partie programme qui correspond. Mais du coup, moi qui l'ai fait avec mes élèves, il s'agit donc d'une primitive grand f de la fonction petit f dont on parle. Alors on note CF, la courbe représentative de la fonction grand f dans un repère orthonormé OIJ. On ne cherchera pas à déterminer une expression de grand f, et pour cause, ce serait un petit peu compliqué. Parce que ce qu'on a pris l'habitude de faire quand on primitive, c'est d'utiliser soit des formules de primitives qui sont relativement simples, soit d'utiliser des formules de dérivées qu'on utilise dans le sens retour, si je puis dire. Donc là, le problème, c'est que quand on regarde l'expression de la fonction petit f, elle est relativement complexe et elle paraît un petit peu délicate à primitiver. Bon, en réalité, ce serait faisable. Ce serait d'ailleurs un bon exercice, mais bon, ça on le fera pas aujourd'hui, dans cette vidéo. Alors, on me demande comme ça, de but en blanc, d'étudier les variations de grand F. Alors là, c'est un petit peu, ça peut paraître difficile au départ, mais en fait, vous allez voir que c'est très simple, et c'est une conséquence directe de ce que nous venons de faire dans la dernière question. Parce que comment fait-on habituellement pour déterminer les variations d'une fonction? Eh bien, on calcule la dérivée, et surtout, ce dont on a besoin, c'est du signe de la dérivée. Or là, on sait que grand F', c'est petit f. Donc étudier le signe de grand F' pour avoir les variations de grand F, c'est étudier le signe de petit f. Or, le signe de petit f, on l'a sous les yeux, il est juste ici. Donc grand F' ou petit f, c'est la même chose. Donc il n'y a plus qu'à dresser le tableau directement. C'est la question petit 1. Puisque grand F' c'est petit f, je dresse directement le tableau. Hop.
0 plus l'infini. Je vais mettre le 1/2 et le E. Grand f' de x, bah c'est pareil que f de x. Donc, grand F, on en aura assez vite ces variations. Toujours une valeur interdite ici. Toujours des difficultés pour moi de faire des traits droits. Donc, j'ai qu'à recopier le signe de f puisque c'est le même. Plus, moins, plus. Je réexplique. Puisque grand f' c'est petit f, quand on veut les variations d'une fonction grand f, on a besoin du signe de sa dérivée. Or, sa dérivée, c'est la fonction petit f. Donc je récupère en fin de partie 2 le signe de petit f et je le recopie. C'est le même que pour grand f'. Et donc finalement, ma fonction grand f, hop, elle est croissante, décroissante et croissante. Alors là, je ne peux pas faire de calcul pour compléter le tableau, hein, parce que de toute façon, je ne connais pas l'expression de grand f. Mais en tout cas, cette première question, qui vous aura sans doute paru difficile si vous avez essayé de la faire, en réalité était très 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 simple. Alors, on nous demande est-ce que la courbe représentative de grand F admet des tangentes parallèles à l'axe des abscisses? Bah, alors ça c'est pareil, ça peut paraître être une question difficile, mais en réalité c'est très simple. On nous demande pas combien, hein. On nous demande pas combien de tangentes parallèles. En tout cas, moi je peux dire qu'il y en a au moins 2. Parce que, quelles sont les situations où on pourrait avoir une tangente horizontale? Il y a 2 situations. Je vous fais un petit dessin pour illustrer un peu ce que je voudrais dire. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. D'ailleurs, ça correspond vaguement à l'allure que pourrait avoir la fonction f, hein, puisque j'ai fait une fonction qui est croissante, décroissante et puis croissante. Bah, regardez, quand est-ce qu'on va avoir des tangentes horizontales ici? Bah, à coup sûr, ici. Alors, c'est mal fait. On va en avoir une ici et une ici. D'accord? Tangente horizontale à l'axe des abscisses. Alors on ne sait pas très bien où se situe l'axe des abscisses par rapport à la courbe que j'ai dessinée. Il peut être en dessous, il peut être en dessous, en plein milieu, ou peu importe, d'accord? De toute façon, ce qui est sûr, c'est que ici et ici, il va y avoir une tangente horizontale, obligatoirement. Une tangente donc parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, fatalement, ici en x égale 1/2 et en x égale e, vous aurez des tangentes horizontales aussi, des tangentes parallèles à l'axe des abscisses. Donc la réponse c'est oui, la courbe de grand F va admettre des tangentes parallèles à l'axe des abscisses, au moins en x égale 1/2 et en x égale e. Alors après, pour conclure cet exercice, pour ouvrir un peu le sujet, on aurait très bien pu en avoir d'autres. Parce que une tangente parallèle à l'axe des abscisses, c'est une droite finalement horizontale. Et il y a une autre façon. Alors, du coup, je résume la situation qu'on a eue précédemment. En fait, on a eu des tangentes horizontales là où il y a eu des changements de variation. Lorsqu'on passe de croissante à décroissante, ou de décroissante à croissante. Mais il y a une autre situation, ce serait la situation où la tangente serait traversée par la courbe. Ce qui donne, si vous avez retenu un petit peu ce chapitre-là, ce qui donne ce qu'on appelle un point d'inflexion. Alors c'est pas très bien fait, mais ici, qui correspond au point où j'ai dessiné la tangente, eh bien la courbe présente un point d'inflexion et la tangente donc est traversée tout en étant horizontale. Donc on pourrait avoir ce genre de situation, mais ça en revanche, on ne peut pas le déterminer à partir de ce que nous avons fait ici. Il aurait fallu étudier la convexité de la fonction, et ça, bon, ben, vu que pour grand F, on n'a pas l'expression, on n'a pas grand F de x égale, etc. On ne peut rien dire à propos de grand F seconde, du coup, qui est la fonction qu'on étudierait pour rechercher les points d'inflexion, pour étudier la convexité, du coup, hein, puisque tout ça est lié à la convexité. Donc voilà. Mon dessin, je m'en rends compte, n'est pas très très bien fait. Il aurait fallu que je sois ici plus... Je vais essayer de le refaire. Et je terminerai là-dessus. Donc voilà, c'est plus comme ça. Hein. Voilà.
et donc le point d'inflexion, ici. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que mes explications auraient été claires dans cet exercice. C'est vrai qu'il y avait des questions peut-être un petit peu délicates, mais bon, je pense finalement qu'il était abordable. Et puis voilà, donc c'était pour ceux qui sont en terminale cette année, en 2021, c'était un des exercices qui vous attendait à l'épreuve de spécialité. 2 sujets ont été publiés, c'était un des exercices qui était en option, vous savez, puisque comment dire, la maquette des sujets, c'est 3 exercices obligatoires, et puis après un 4e exercice à choisir parmi une option A et une option B. Et donc ça, c'était une des options, un des exercices en option. Voilà. Écoutez, je m'arrête ici. J'espère que cette vidéo vous aura satisfaite. Je vais pas dire plus parce que les maths ne plaisent pas toujours, mais au moins que ça vous aura aidé. Et ben, du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.